Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Cette émission explore l'échec des négociations de cessez-le-feu à Islamabad entre les États-Unis et l'Iran, l'annonce par Donald Trump d'un blocus naval dans le détroit d'Ormuz pour contrer le fameux péage iranien et l'escalade des menaces nucléaires. On va analyser les tensions croissantes, les réactions d'Israël et l'impact potentiel sur les prix mondiaux du pétrole. Mais pour bien démarrer, il faut se représenter la scène. Une scène plutôt inhabituelle, oui. Complètement. Imaginez un supertanker de 300 mètres de long, lourd de plusieurs centaines de milliers de tonnes de pétrole brut. Le navire est à l'arrêt, presque immobile au milieu des eaux chaudes du golfe Persique, et il est littéralement encerclé par de petites vedettes ultra rapides, lourdement armées. Franchement, vu de l'extérieur, la scène ressemble à un abordage classique. Ouais, sauf que non. Le capitaine du pétrolier n'est pas du tout à la radio en train de supplier des diplomates ou d'appeler à l'aide. En fait, il a les yeux rivés sur un écran et il attend qu'une transaction de 2 millions de dollars en bitcoin soit validée sur la blockchain. C'est fou quand on y pense. Et c'est seulement à l'apparition de cette confirmation numérique, qui est totalement intraçable, que les vedettes s'écartent pour le laisser passer. C'est ça. Cette scène, elle illustre vraiment le basculement total auquel on assiste. Ça montre que la géopolitique mondiale ne se joue plus uniquement avec des porte-avions et des traités signés à l'encre. Elle se règle désormais avec des portefeuilles numériques en plein milieu de l'océan. Et c'est la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment une trêve internationale de 14 jours, qui était censée calmer le jeu, s'est effondrée au bout de seulement 4 jours. Pour ceux qui nous écoutent, on a passé au crible des dizaines de sources. Des notes d'analystes géopolitiques internationaux, des suivis de trafic maritime en temps réel, des rapports confidentiels. Et il faut rappeler qu'on rapporte ces faits et ces revendications politiques de manière totalement factuelle, sans aucune prise de parti. Absolument, on observe un pur rapport de force. Et le fil conducteur de toutes ces sources, c'est l'escalade. Une réaction en chaîne qui commence par un échec diplomatique retentissant. Ok, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment on en arrive à rançonner des navires en crypto-monnaie, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé à la table des négociations à Islamabad. Oui, au Pakistan. 21 heures de discussion intense entre les Américains et les Iraniens. Pour finir dans un mur, la délégation américaine, menée par J.D. Vance, a quitté Islamabad sans l'ombre d'un accord. Et le détail qui frappe dans les rapports, c'est la brutalité de ce départ. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Aucun attaché de liaison, aucun diplomate de second rang pour garder un petit contact. Rien du tout. Ils ont rapatrié tout le personnel de soutien et ils ont même démonté les équipements de communication sécurisés. C'est le signal physique ultime pour dire que le canal est fermé. Et cette rupture, elle s'explique surtout par la nature des exigences iraniennes. Téhéran a refusé de rouvrir le détroit d'Ormuz sans un plan de paix global. Mais ils ont ajouté une condition majeure. Ils ont exigé un traité formel, c'est bien ça ? Exactement. Pas juste un bout de papier ou un accord exécutif qu'un président américain peut signer dans le bureau ovale. Non, un véritable traité ratifié par le Congrès américain. Pour que ça ait force de loi fédérale, en fait. C'est ça. Il faut savoir qu'ils ont appris de l'histoire. Ils ne veulent plus d'un accord qui peut être déchiré par le prochain locataire de la Maison-Blanche. Sauf que nos documents juridiques sont très clairs là-dessus. L'Iran demande l'impossible. Obtenir une majorité des 2/3 au Sénat américain pour un traité avec l'Iran, aujourd'hui, c'est de la science-fiction. C'était clairement une condition conçue pour être refusée. Mais il y a un autre détail croustillant dans les sources. Une ingérence extérieure. En plein milieu des négociations, Benjamin Netanyahou aurait téléphoné directement à J.D. Vance. Et la coïncidence est troublante, parce que juste après cet appel, les États-Unis ont soudainement demandé à l'Iran de reconnaître officiellement l'État d'Israël. Ce qui est une ligne rouge absolue pour Téhéran. Bien sûr. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça montre à quel point l'Iran se sent en position de force. Ils ont... Attendez, je ne vous suis pas du tout sur ce point. Ah bon ? Bah oui, si ce sont les Américains qui ajoutent soudainement cette condition extrême sous la pression d'Israël, en quoi ça montre la force de l'Iran ? Ça montre juste que le processus bilatéral a été court-circuité, non ? En termes de mécanique diplomatique, oui, l'influence extérieure est indéniable. Mais regardez la réaction de l'Iran. Au lieu de paniquer ou de chercher un compromis face à cette alliance, ils ont purement et simplement fermé le dossier. Ah, je vois. Le fait de pouvoir dire non et de claquer la porte au nez des États-Unis. Exactement. Ça démontre qu'ils estiment avoir des leviers plus puissants. Ils ont survécu aux sanctions, ils ont leur uranium et surtout, ils contrôlent le détroit. C'est clair. Et face à ce mur diplomatique, l'affrontement s'est immédiatement déplacé sur le terrain économique.
Et là, on assiste à une véritable prise d'otage commerciale. C'est là qu'intervient le fameux système de péage iranien, ce que certains appellent le multipass. Oui, on revient à notre supertanker du début. L'Iran laisse passer certains navires, notamment chinois ou indiens, mais il faut payer la taxe. Une taxe payée exclusivement en bitcoin. Et le tarif, c'est 1 dollar par baril. Donc, si on fait le calcul, pour un navire standard qui transporte 2 millions de barils, ça fait environ 2 millions de dollars par passage. C'est colossal. C'est énorme. L'économie crypto iranienne pesait déjà 7,8 milliards de dollars l'an dernier. Avec ce système, il contourne totalement les sanctions internationales. Bah oui, parce qu'une transaction SWIFT, ça mettrait des jours et ça serait bloqué par Washington. En Bitcoin, ça prend 10 minutes. Face à ça, Donald Trump a vu rouge. Ah, il était furieux. Il a ordonné un blocus naval immédiat dans le détroit d'Ormuz. Le but, c'est de bloquer tout navire ayant payé cette extorsion. Il menace même la Chine de sanctions douanières allant jusqu'à 50% s'ils aident l'Iran. Sauf que stratégiquement, c'est d'une ironie totale. Faire un blocus d'un blocus. C'est exactement ça. En fait, pour notre auditoire, c'est comme si un groupe installait une file VIP clandestine sur la pire autoroute du monde et que les États-Unis décidaient de construire un mur juste à la sortie de cette file VIP. L'image est excellente. Et juridiquement, c'est un bourbier. Bloquer des navires russes ou chinois dans les eaux internationales du golfe d'Oman, ça flirte avec la piraterie. Ou l'acte de guerre, carrément. Tout à fait. D'autant plus qu'obtenir un mandat de l'ONU pour faire ça, avec le veto de la Chine et de la Russie, c'est impossible. Et puis c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan militaire. Déclarer un blocus à la télé ou sur un réseau social, c'est facile. Mais l'appliquer physiquement dans un détroit ultra dangereux, c'est autre chose. Les réalités du terrain sont brutales, oui. Nos sources mentionnent que des destroyers américains, comme l'USS Michael P. Murphy, auraient prétendument traversé le détroit. Mais est-ce vraiment le cas ? Justement, on entre dans un jeu de dupes. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'usurpation d'AIS. L'AIS, c'est le système de suivi des navires, un peu comme les transpondeurs pour les avions de ligne, c'est ça ? C'est exactement ça. En gros, avec des équipements électroniques de pointe, la marine américaine peut trafiquer ce signal pour faire croire au radar iranien qu'un destroyer de 10 000 tonnes se trouve en plein milieu du détroit. Pour simuler sa présence. Voilà, ça teste les défenses sans risquer le vrai navire qui est probablement très loin en sécurité. C'est de l'espionnage de haute volée. Mais bon, la menace de riposte de l'Iran est bien réelle. Les gardiens de la Révolution promettent un tourbillon mortel, je cite. Leur arme de prédilection pour ce tourbillon, ce sont les mines marines. L'Iran posséderait entre 2000 et 6000 mines. Mais attendez, pourquoi les Américains n'envoient pas juste des dragueurs de mines pour nettoyer la zone ? Ils ont la plus grande marine du monde. C'est là que le bas blesse. Les États-Unis manquent cruellement de dragueurs de mines adaptés à cette zone spécifique. Leurs navires spécialisés, comme la classe Avenger, ont des coques en aluminium ou en bois. En bois, ouais. Pourquoi en bois ? Pour avoir une signature magnétique très faible et ne pas déclencher les mines au fond de l'eau. Ah, malin. Malin pour les mines, oui, mais face à des vedettes ultra rapides iraniennes armées de mitrailleuses lourdes, une coque en aluminium, c'est du beurre. Ces navires sont beaucoup trop vulnérables dans un espace aussi confiné. Donc on parle de faire intervenir des bateaux drones furtifs, non ? J'ai lu ça dans les rapports. Oui, la marine américaine teste des petits drones de surface pour simuler la présence de navires et déclencher les mines à distance. Mais on n'en a pas assez pour déminer tout le détroit d'Ormuz sous le feu ennemi. Et nos alliés européens, ils ne peuvent pas aider ? La France, par exemple ? Mais la France a une excellente capacité de déminage, c'est vrai, mais militairement, Paris refusera très probablement de s'engager là-dedans sans un cadre légal de l'ONU. Donc on est dans une impasse tactique, ce qui nous amène à l'ombre nucléaire. Parce qu'au-delà des bateaux et des péages, le point de rupture, ça reste l'arme atomique. Toujours, c'est le cœur historique du conflit. La rhétorique de Trump est glaçante. Il menace carrément d'anéantir l'Iran en un jour, de couper leur électricité pendant 10 ans s'ils n'abandonnent pas leur programme nucléaire. Et les faits sur ce programme sont alarmants. Les sources confirment que l'Iran possède environ 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. 60%, on est d'accord que c'est un niveau quasi militaire, quoi. Absolument. Il ne leur faudrait que quelques semaines pour atteindre les 90% requis pour une bombe. Et le problème, c'est que cet uranium est caché dans des tunnels fortifiés. Près de Natanz, oui. J'ai vu que c'était enfoui sous des montagnes entières, à l'abri même des bombes anti-bunker GBU américaines. C'est ça, les frappes conventionnelles ne suffiraient pas. Mais le véritable talent d'Achille de l'Iran actuellement, c'est la miniaturisation. Insérer l'ogive sur un missile pour qu'elle puisse être tirée. Exactement. Et ça, c'est extrêmement complexe technologiquement. Alors,
qu'est-ce que tout ça signifie? On a Trump qui parle d'anéantissement d'un côté, et de l'autre, on lit qu'Israël a été mis en état d'alerte maximale, qu'ils ont annulé les célébrations de l'indépendance du 22 avril et qu'ils mettent à jour leur liste de cibles iraniennes. Cela soulève une question importante sur les différences de stratégie entre les alliés. Les États-Unis font du bruit. Ils utilisent une rhétorique maximale pour forcer l'Iran à signer un bon accord économique et stratégique. Un gros coup de pression diplomatique, en gros. Voilà. Mais pour Israël, l'objectif est très différent. Eux, ils visent principalement la chute définitive du régime iranien. Pour stopper les attaques de leurs proxys dans la région. Exactement. Le Hezbollah, par exemple, a déjà tiré plus de 6000 roquettes sur Israël. C'est pour ça que le gouvernement de Netanyahou est décrit par nos sources comme secrètement soulagé de l'échec de ce cessez-le-feu. Pour eux, cet accord était inutile. Et pendant que les diplomates s'écharpent et que les armées se menacent, il y a une onde de choc économique qui frappe de plein fouet les citoyens du monde entier. Bah oui, l'impact est immédiat. Ce bras de fer se paie directement à la pompe, les marchés boursiers paniquent et on prévoit que le prix du pétrole brut WTI pourrait grimper à 120 $ le baril. Ce qui est une catastrophe pour l'économie mondiale. Surtout pour les victimes collatérales. Le Pakistan, par exemple, dépend à 27% du pétrole iranien. L'Inde aussi est très touchée. Tout le monde cherche un plan B. Et l'Arabie Saoudite en a un. Il prévoit d'utiliser l'oléoduc Est-Ouest. Via la mer Rouge à Yombo, c'est ça? C'est ça. Ça leur permettrait de contourner complètement le détroit d'Ormuz pour exporter leur pétrole. Oui, mais d'après les chiffres, cet oléoduc ne peut transporter que 7 millions de barils par jour au maximum. Alors qu'en temps normal, c'est 20 millions de barils qui passent par Ormuz chaque jour. Donc le compte n'y est pas du tout. Pas du tout. Et si on relie ça à la situation globale, ça prouve vraiment l'incapacité du monde à s'affranchir de ce goulot d'étranglement géographique qu'est le détroit d'Ormuz, malgré toutes les solutions saoudiennes. On reste complètement dépendant de ce petit bout de mer. Bon, pour résumer ce voyage incroyable qu'on vient de faire, on est parti des couloirs diplomatiques vides et abandonnés d'Islamabad, Pour plonger ensuite dans le trafic de rançon en bitcoin en haute mer. et on a fini sur les menaces d'anéantissement nucléaire. C'est vertigineux. Et c'est important de rappeler pourquoi tout ça compte pour ceux qui nous écoutent. L'interdépendance mondiale est telle que ce qui se passe dans ce détroit a un impact direct sur le prix de notre énergie et sur notre sécurité. Tout à fait. Et avant de se quitter, j'aimerais lancer une ultime pensée provocatrice pour notre auditoire. Allez-y. Si aujourd'hui, une simple transaction en crypto-monnaie permet à un État sous embargo de tenir tête à la plus grande puissance navale du monde, On insiste peut-être à la fin de la suprématie militaire traditionnelle. exactement. Un grand livre de compte numérique est-il devenu plus puissant qu'un porte-avions? C'est une question qu'on vous laisse méditer. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration de ces sujets complexes. À la prochaine.